Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition des rencontres de la RSE qui est organisée par Hendrix en partenariat avec la revue Fiduciaire. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bilan carbone. Le bilan carbone, pourquoi est-ce qu'il est important de s'y mettre? Comment se déroule un bilan carbone? Et est-ce que le bilan carbone peut être synonyme d'opportunité pour votre entreprise? Alors pour vous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Bailly, qui est responsable de mission RSE chez Hendrix et spécialiste des bilans carbone. Bonjour Caroline. Bonjour Alban, bonjour à tous. Bien, donc on va pouvoir écouter Caroline pendant une trentaine de minutes et ensuite il y aura un moment dédié aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, même pendant la conférence, à m'envoyer vos questions. J'en prendrai soin, je prendrai note de tout ça et je pourrai en faire part à Caroline qui vous répondra suite à sa conférence. Alors avant de se lancer dans le cœur du sujet, un petit rappel sur ce qu'est le bilan carbone. Alors le bilan carbone, c'est un terme qui est né au début des années 2000. En France, Cocorico. Voilà, c'est une méthodologie qui a été développée et initiée par le gouvernement français via l'Agence pour la transition écologique qui est l'ADEME. Et l'auteur de cette méthodologie est le désormais célèbre Jean-Marc Jancovici. Alors c'est donc une méthodologie qui vise à être un outil universel de calcul de l'empreinte carbone, qui est la somme des émissions directes et indirectes des gaz à émissions. Cet outil, il est aujourd'hui une marque véritablement déposée et qui est toujours exploitée par l'ADEME et qui bénéficie aujourd'hui d'une véritable antériorité. C'est pour ça que c'est un outil maintenant aguerri sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Alors, avant de se lancer sur ce bilan carbone, Caroline, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les activités d'Hendrix? Oui, volontiers. Donc, Hendrix, nous sommes un cabinet en fait dédié à l'accompagnement des dirigeants, au départ pour l'accompagner sur l'ensemble des enjeux de croissance, de transformation et de performance de son organisation. Donc nous avons développé plusieurs services dédiés à l'accompagnement du dirigeant. Au départ, nous sommes effectivement un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais nous avons développé un certain nombre d'expertises autres qui sont patrimoniales, juridiques, fiscales, sociales pour l'accompagner dans l'ensemble de ces problématiques au quotidien. Par rapport à cela, donc je représente l'équipe RSE d'Hendrix. Donc c'est un métier additionnel en fait que nous avons dans notre panel d'expertise. Notre objectif, c'est d'accompagner les dirigeants sur la responsabilité sociale des entreprises, avec un leitmotiv, c'est de montrer que la performance financière de l'entreprise n'est pas le seul axe aujourd'hui sur lequel une entreprise est performante. Si l'entreprise elle est performante financièrement, c'est aussi grâce à un certain nombre d'actifs et un certain nombre d'actions relatives à la protection de l'environnement, à la protection des hommes, avec des actions aussi sociétales. Et aujourd'hui, notre objectif en tant qu'équipe RSE au sein d'Hendrix, c'est effectivement de développer des services d'accompagnement sur la RSE, sur l'empreinte environnementale. Et aussi, nous sommes aussi auditeurs d'ailleurs des déclarations de performance extra-financière et des sociétés à mission. Donc nous avons développé un certain nombre d'expertises liées à la RSE et pour accompagner les entreprises et l'ensemble des organisations, pas seulement les entreprises d'ailleurs, sur la RSE. Merci Caroline. Donc on comprend effectivement que dans cet accompagnement, le bilan carbone fait partie des outils que vous utilisez au quotidien. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, pourquoi, pour une entreprise aujourd'hui qui ne se serait pas mise dans toutes ces démarches écologiques, pourquoi est-ce qu'il est vraiment important de s'y mettre aujourd'hui? En quoi c'est urgent? Alors, c'est urgent parce qu'effectivement, le temps est décompté. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler dans la presse. Il y a eu les rapports du GIEC qui sont sortis il y a quelques semaines. Le temps est décompté parce que, effectivement, nous émettons de plus en plus
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a l'effet du réchauffement climatique. Donc on ne va pas refaire un cours sur effectivement le réchauffement climatique, mais c'est un des sujets phares actuellement sur lequel l'ensemble de la société, l'ensemble des pays effectivement doivent unir leurs forces pour arriver à réduire nos émissions. Alors le temps est décompté parce que effectivement l'atmosphère, c'est comme une citerne de stockage des émissions de gaz à effet de serre, et plus en fait l'atmosphère stocke des gaz à effet de serre, plus en fait l'effet sur le climat est important, puisque c'est en fait comme une couverture qui va s'épaissir et qui va faire que plus la couverture est épaisse, plus elle bloque en fait les émissions en fait du soleil qui se sont reflétées sur la Terre, et donc du coup il y a un effet de serre, donc un effet de réchauffement. Donc plus cette couverture est épaisse, donc plus on émet des gaz à effet de serre, plus la couverture est épaisse, et plus on se réchauffe, plus l'atmosphère, en fait, notre planète se réchauffe. Donc le temps est compté parce que du coup aujourd'hui, il y a des effets, quand l'atmosphère se réchauffe, il y a des effets en fait sur notre quotidien globalement. Et donc il est important d'aller de plus en plus vite pour arriver à réduire. On a déjà beaucoup émis depuis la dernière révolution industrielle, et les émissions s'accélèrent. En revanche, il est important que notre réchauffement, lui, ne s'accélère pas, parce que les effets sur les hommes, la biodiversité, vont être de plus en plus importants et rapides. Et je dirais que chacun d'entre nous, aujourd'hui, au quotidien, peut voir déjà des effets des canicules, du changement, effectivement, des intempéries qui peuvent avoir, qui sont de plus en plus fortes. Alors, aujourd'hui, concrètement, ce qu'on émet dans le monde, c'est relatif à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises annuellement dans l'atmosphère. Si on voulait arrêter, ou en tout cas atténuer le changement climatique et le limiter à 1,5 degré, sachant qu'on a déjà depuis 150 ans eu un réchauffement qui est à peu près de 1 degré, 1,2 degré. Et aujourd'hui, ce stock disponible pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il est, comme vous pouvez le voir sur le slide, à 400 gigatonnes de CO2. Ce qui signifie qu'en fait, 400 gigatonnes versus 40 gigatonnes émis annuellement, en fait, on a 10 ans, grosso modo, de stock disponible si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc 10 ans, c'est peu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe après ces 10 années, en fait? Si on a rempli notre stock de gaz à effet de serre, il se passe des choses qui ne sont pas forcément très sympathiques pour nous tous. Alors bien sûr, si on était sur un peu plus d'1,5 degré, on aurait un peu plus de marge de manœuvre, effectivement. Mais si on veut vraiment rester à cet objectif, qui est un objectif, en fait, qui va permettre, je dirais, à limiter en fait l'impact sur notre quotidien, alors pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ça signifie qu'il faut faire des efforts assez drastiques d'émissions, puisqu'il faudrait arriver à réduire ces émissions de 6 à 10% par an et tous les ans. Donc tout ça, effectivement, fait qu'on a des objectifs de réduction qui sont importants. Et dans ces objectifs-là, tout le monde doit effectivement faire sa part, on va dire. Et les entreprises ont une part à jouer qui est assez importante. Ce que vous voyez effectivement sur les slides, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est à 2018, enfin l'évolution entre 1990 et 2019, à la fois au niveau européen et aussi au niveau France. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on se fait un focus sur l'Europe et la France, les émissions depuis 30 ans ont tendance à diminuer assez fortement. Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau mondial. Ce que je n'ai pas précisé précédemment, c'est qu'en fait, les émissions quand même au niveau mondial sont en train d'augmenter, ont largement augmenté. Alors, pas forcément effectivement sur notre périmètre européen, mais ailleurs, avec une très forte augmentation de la Chine. La Chine qui a pris d'ailleurs le rôle clé, puisque aujourd'hui, c'est la Chine qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre, largement avant les États-Unis d'ailleurs.
Mais donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau européen et au niveau français, et beaucoup d'efforts effectivement déjà faits au niveau des entreprises pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, si on prend le graphe relatif à l'Europe, on a quand même une partie jaune qui est l'utilisation de l'énergie. Donc aujourd'hui, les gaz à effet de serre sont fortement en fait liés à l'utilisation de l'énergie, bien au-delà effectivement des effets liés à l'agriculture ou aux procédés industriels en tant que tels qui peuvent émettre, alors si on parle par exemple de la chimie, qui peuvent émettre en tant que tels hors énergie des émissions des gaz à effet de serre. Mais sur cette partie effectivement européenne, on voit qu'en fait, on a une utilisation de l'énergie qui émet beaucoup. Et effectivement, en Europe, on a encore en fait une énergie qui est assez carbonée. À la différence de la France, où même si l'utilisation de l'énergie reste forte, on a une énergie grâce au nucléaire qui est décarbonée. Ce qui fait que la différence entre les deux graphes sont qu'en fait, nous, les gros postes sur lesquels aujourd'hui il faut agir en France, c'est moins sur l'énergie, puisqu'on utilise quand même beaucoup d'électricité, mais plus sur des notions de transport, industrie et résidentiel et tertiaire. Quand on dit résidentiel et tertiaire, on a effectivement les logements. Donc là, c'est, je dirais, chacun d'entre nous d'agir, mais aussi tout ce qui est tertiaire, donc tous les services, la logistique, etc. Donc ça touche aussi les entreprises. Donc quand on regarde effectivement ces graphes, on voit que chacun d'entre nous doit agir, mais que les entreprises ont une grosse part d'action à faire si, effectivement, on veut continuer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a eu pas mal on le voit sur les graphes, beaucoup de baisses. Néanmoins, si on voit que là, sur les graphes, le transport est important. Et en fait, quand on fait un focus sur le transport, on s'aperçoit que le transport routier et le transport, de marchandises a eu paradoxalement une très forte hausse. Et ça, effectivement, c'est lié non seulement à nos consommations, parce qu'effectivement, on achète beaucoup de produits, donc ça génère aussi des flux routiers, mais il y a aussi beaucoup de flux divers et variés pour les entreprises, pour sourcer en fait leurs produits de manière assez éloignée, ce qui génère beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises jouent un rôle clé et qu'il est important effectivement qu'elles puissent appréhender cette nouvelle problématique d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, elles ont déjà plein de problématiques à gérer, les entreprises, mais c'est une nouvelle chose qu'elles doivent intégrer et c'est de plus en plus urgent par rapport à cela. Alors pour cela, en fait, il faut effectivement passer à l'action. Ce que vous voyez ici dans ce graphe, c'est que ce sont les objectifs en fait qui sont définis. Alors vous voyez une baisse drastique effectivement parce que l'Europe et la France ont pour objectif d'être à la neutralité, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc c'est le petit point à 2 où on voit que à la fois les barres bleues qui représentent les émissions diminuent drastiquement. Et puis les barres violettes qui représentent en fait la séquestration carbone augmentent, ce qui nous permet d'arriver à une neutralité carbone. Mais pour arriver à cette baisse drastique et cette fameuse neutralité, effectivement, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et on le voit ici concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait c'est quasiment une chute vertigineuse effectivement de nos émissions. Donc on voit bien que les entreprises sont au cœur du mouvement, en tout cas en France, vous l'avez bien expliqué. Elles ont clairement un rôle à jouer, elles sont sur le devant de la scène. De quels outils bénéficient-elles pour avancer dans cette transition ? Alors, elle bénéficie de plusieurs outils, mais celui sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, c'est effectivement la méthodologie bilan carbone que vous avez évoquée en préambule, donc, qui est une méthodologie qui a quasiment 20 ans d'ancienneté, qui est franco-française, même si elle s'est basée sur le GHG protocole, donc ça qui est une méthodologie internationale.
Alors, qu'est-ce que c'est la méthodologie bilan carbone? C'est voilà, l'estimation et le suivi des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité d'une organisation. Alors, quand on parle d'organisation, d'ailleurs, on ne parle pas forcément seulement des entreprises. Le bilan carbone, cette méthodologie s'adresse aussi aux collectivités ou aux entreprises publiques. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va permettre de comptabiliser. Alors, on parle aussi de comptabilité carbone parce que, effectivement, c'est comme une méthode comptable. On a des données d'entrée et puis on les transforme en données de sortie qui sont des émissions. Donc, elle va permettre d'apprécier plusieurs choses, l'impact de l'organisation sur son environnement. Et puis, elle va permettre, du coup, une fois qu'on a fait ce constat de l'impact de l'entreprise sur son environnement, elle va permettre de mettre en place un plan d'action. Donc c'est vraiment une méthodologie qui est dans une optique d'amélioration continue. Le bilan carbone, c'est l'étape 1 qui permet de faire le constat, mais ce qui suit le bilan carbone est tout aussi important que le bilan en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on met en place en fait par rapport à ce constat-là. Alors, c'est un standard d'excellence puisque c'est une méthodologie qui continue d'évoluer depuis 2004 de manière récurrente en fait, et l'association Bilan Carbone, alors qui vient de changer de nom d'ailleurs, mais l'association pour la transition et en bas carbone fait des mises à jour en fait de cette méthodologie de manière très régulière. Et l'intérêt aussi de cette méthodologie, c'est qu'elle permet d'être compatible avec d'autres méthodologies ou d'autres standards internationaux qui existent sur le marché. On a par exemple des normes ISO, l'ISO 14064 et l'ISO 14069, qui permettent de structurer les émissions de gaz à effet de serre dans certains formats. La méthodologie bilan carbone permet d'être compatible avec ces normes-là. Elle permet aussi d'être compatible avec la réglementation française, avec le bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaire. Voilà. Donc c'est une méthodologie qui est très riche, qui a beaucoup d'ancienneté et qui est du coup extrêmement robuste. Alors, un des points effectivement, qu'est-ce qu'on prend en compte